m'avoir invité ici pour cette recherche collective sur l'industrialisation de la guerre. Alors, moi je me suis intéressé à cette question-là à partir des constructions provisoires, en particulier de ces baraques. C'est le terme qui est usité dès avant, bien sûr depuis le 19e siècle, mais sur cet habitat provisoire, qui va jouer un rôle très important, y compris pour la Seconde Guerre mondiale. Ces questions de baraques, c'est une question qui est à l'origine de l'industrialisation du bâtiment, puisque les premiers exemples se remontent en gros à la Révolution française, où la première technologie d'industrialisation est effectuée par quelqu'un qui est assez méconnu, mais pourtant qui a joué un rôle très important, qui s'appelle Loumet, qui est un ingénieur des ponts et chaussées qui devient colonel du génie, qui a travaillé avec Lazare Carnot, avec la Tour d'Auvergne et d'autres Monge, etc., et qui va déployer donc en 1792 des premières préfabrications de baraques, tirées à 450 exemplaires, et avec tout un système industriel, etc., et qui va ensuite construire des habitats provisoires pour la troupe durant les guerres napoléoniennes. Et il y a un très bel exemple d'ailleurs dans une assiette décorée de Sèvres, de porcelaine de Sèvres, à propos de la bataille de Wagram, où on voit donc ces baraques qui sont près du champ de bataille. Bref, tout ça pour dire que les baraques ne sont pas du tout étudiées par les historiens de l'architecture, par les architectes ou par les ingénieurs, mais elles jouent un rôle très important dans la future industrialisation. Alors ici, concernant donc la Première Guerre mondiale, on peut dire que le premier conflit fait de la construction le prototype de l'industrialisation de la guerre, puisqu'il s'agit de construire pour attaquer. On construit des ponts flottants, des caissons, des quais-caissons, etc., pour mieux aborder l'ennemi, pour défendre. Donc on peut faire de gros terrassements, des fascinages, etc., pour surveiller, en particulier donc, des constructions de phares, et pour produire sans interruption. Enfin, pour détruire, parce que l'objectif de la guerre, c'est de détruire l'ennemi et donc refaire et conquérir. La stabilisation du front engendre en fait, donc dans les années 1915, après la Première Guerre mondiale, engendre deux attitudes opposées, deux manières de protéger, de reposer les combattants. Vous avez la version française et alliée donc des Français qui renouent avec la baraque de bois, alors que les Allemands et leurs alliés préfèrent enterrer et les chambrer, de faire un habitat souterrain. Donc on verra ces deux catégories de logements. Et les officiers français qui vont diriger donc, ces constructions de logements, ce sont essentiellement le génie militaire, qui est une arme très ancienne, qui est une arme prestigieuse, qui passe donc en France comme étant le génie des savants de l'armée, qui sont souvent des éminences grises. Et le chef d'état-major, donc Foch, est du génie, etc. Donc Lyotet a conquis le Tonkin, Madagascar, etc., a aménagé le territoire. Donc c'est depuis que cette arme a été fondée par Vauban, c'est une arme qui est qualifiée d'arme savante par l'armée française. Donc c'est une arme, qui aménage. Et les officiers français, équivalents, donc ils sont à la fois architectes, ingénieurs et aménageurs, donc ils pensent et ils ordonnent. Donc c'est eux qui vont penser cette industrialisation du bâtiment. Ils ont donc des sous-officiers qui sont équivalents aux contremaîtres, donc qui vont encadrer, surveiller et vérifier. Et puis donc au bas de la troupe, les caporaux, équivalents aux ouvriers, et les simples soldats, équivalents aux manœuvres qui exécutent. Donc les compagnies mobiles ou fixes, au bout de la chaîne de production,
assemble et monte des baraques, comme on monte uniformément des forts de thé aux États-Unis. Et donc à l'origine de cette préfabrication, des sections abattent, donc trient, lient, scient en long et en large du bois. Tous ces bois sont coupés, taillés, calibrés, uniformisés, normalisés dans des usines, transportés jusqu'aux ateliers où l'on découpe, on règle, on emballe, on compte, on vérifie, on pèse, on charge, en kit ou préfabriqué, des baraques classifiées, transportées, déposées, à peine reposées et enfin montées. Dans le système allemand, au contraire, on a donc le génie allemand, ça s'appelle les pionniers. Donc le corps des pionniers allemands et les ingénieurs sont placés à l'état-major. Le commandant du régiment de pionniers est auprès du commandant de notre secteur. Chaque division d'attaque allemande dispose de 2 régiments, soit 6 compagnies pionnières dotées d'un équipage léger de sièges pour ravitailler le parc de tranchées. Le pionnier effectue des travaux donc des travaux dans la terre, avance les sapes, couvre les abris, fait des casernements souterrains et participe donc à la destruction des défenses. Le système allemand consiste à creuser à plus de 10 mètres de profondeur, donc véritablement souterrain, pour enfouir les abris à l'épreuve des obus de gros calibre, puisque donc, la guerre de 14 a développé des poudres blanches extrêmement efficaces, et donc il faut quasiment creuser à au moins 10-12 mètres de profondeur. Donc dans ces abris qui sont ventilés et coffrés de matériel calibré, donc c'est des poutres, des sections de poutres de 1,50 m à 2 m de longueur, toutes calibrées, industrialisées, produites en série. Donc dans ces abris ventilés et coffrés de matériel calibré, on dispose 8 couchettes et une table, voilà. 12 hommes s'y tiennent debout, donc c'est très étroit. Et donc les pionniers constituent ainsi des centaines de casernes souterraines. Il y en a une qui est repérée, donc, qui est encore visitable dans la région de Metz, qui contient 20 000 personnes, 20 000 soldats, donc en différentes galeries, etc. La rapidité d'exécution de ces constructions souterraines implique une logistique donc très précise, la coupe des bois, la mécanisation de la coupe, l'acheminement, l'étayage et la mise en œuvre tayloriste. Une industrialisation du bâtiment sans précédent, tout à fait donc conforme aux idéaux de productivité. Et donc c'est une construction, encore une fois, souterraine, en bois, etc., en armement. Alors côté français, je vais analyser successivement la position française, la position américaine, comment les Américains vont industrialiser aussi ces baraques, et la position anglaise. Comme ça donnera un panorama assez vaste sur les différentes méthodes d'industrialisation du bâtiment. En 1915, en France, donc, seules 15 compagnies, soit 600 soldats français, sont occupés à monter et à démonter des baraques. Soit par déduction, une trentaine de baraques qui sont faites par jour, moitié préfabriquées, moitié fabriquées sur place. En tout, ils sont 1 millier parmi les alliés, autant du côté allemand. Très vite cependant, le bois se fait rare, comme combustible d'abord pour nourrir la troupe, pour la chauffer puis pour la sécher. Surtout du bois, il manque du bois ouvré pour étayer et plancher les tranchées, pour faire des traverses de chemin de fer, etc. Donc comme dit donc un officier du génie, selon donc, les archives donc, du service historique de la défense, lors de la dernière attaque, en 1915, on a reconnu la nécessité de baraques spéciales et de tentes permettant d'installer rapidement des bureaux essentiels pour le PC de l'armée. Poste de commandement. Comment ? PC, le poste de commandement. Oui, poste de commandement de l'armée. En fait, l'organisation française se manifeste à mesure de la stabilisation du front. Dans une lettre datée du 13 janvier 1915, le chef d'état-major des armées, Édouard de Castelnau,
je cite, organisant 50 équipes de 15 ouvriers destinées à construire aux armées les bâtiments légers pour le cantonnement des troupes. Il veut d'abord faire, je cite, le recensement des baraques démontables de types divers que le commerce pourrait immédiatement mettre à disposition des armées et, à défaut de baraques existantes, mettre en commande la construction de matériel de ce genre, différent du baraquement du service de santé, afin de permettre la construction rapide de bâtiments légers au moyen de bois trouvés sur place ou fournis par les stocks de l'intérieur. Il y aura lieu d'organiser des équipes spéciales d'ouvriers qui sera mise au fur et à mesure des besoins à disposition des armées. Ces équipes formées d'hommes de service auxiliaires pourraient chacune comprendre une quinzaine d'ouvriers dotés d'outillages spéciaux nécessaires. Aucune référence donc à la construction métallique. Les métaux sont exclusivement réservés pour l'armement. Seul le bois donc est utilisé par des équipes de type artisanal, charpentier pour le gros œuvre, menuisier pour le second œuvre, manœuvre pour les aides, pour répondre aux demandes hivernales immédiates. Le colonel Chevalier, commandant la 4e direction du génie, note qu'il vient, je cite, de faire réaliser un type de baraque en bois démontable dont la construction pourrait être menée rapidement. 6 de ces baraques permettant d'abriter chacune 100 tonnes sont prêtes. Donc une autre série est en commande. Elle pourrait être expédiée dès qu'ils connaîtraient les destinations de leurs données. Ces baraques sont susceptibles d'être chauffées au moyen de poêles. On a bien effectivement la fabrication de pièces détachées à expédier et à monter, c'est-à-dire une production en série. La suite de la lettre de ce colonel Chevalier est encore plus surprenante. Voici ce qu'il dit. Au point de vue de la rapidité et de la fourniture et du montage, il y a tout avantage à adopter un type unique de baraque. Tous les éléments étant interchangeables, on peut donner à chacune la longueur en rapport avec les usages auxquels elle sera destinée. Il en résulte également de cette manière de faire une simplification de la constitution de l'outillage de mise en œuvre à provisionner. Il est en effet indispensable, pour aller vite, de répartir la fabrication entre divers fournisseurs et de les choisir autant que possible dans les régions où se trouvent des approvisionnements de bois. Il faut aussi connaître les gares régulatrices sur lesquelles il y a lieu de diriger ces éléments de baraques préparées, soit le bois d'œuvre au cas où les constructions devraient être édifiées sur place de toutes pièces. Il est donc prévu 2 types de fabrication, soit des éléments prêts à monter, soit des pièces brutes à assembler. Il est d'autre part utile d'être renseigné exactement sur la façon de satisfaire aux besoins signalés en ce qui concerne l'organisation des équipes de travailleurs demandées par le général en chef. En effet, pour assurer une édification rapide des baraques démontées dont le type est proposé, il faudrait que des équipes fussent constituées au lieu de fabrication de manière que les hommes puissent y recevoir tous les renseignements nécessaires et se familiariser avec le genre de construction avant d'être envoyés sur le front pour passer à l'exécution. Le montage d'une baraque demande 3 jours au maximum pour une équipe exercée ayant la composition de 3 charpentiers, 2 menuisiers, 1 maçon et 6 manœuvres. Donc voilà donc ce qui concerne la base. Chaque armée va disposer d'une école d'instruction du génie dans laquelle sont dispensées des conférences, entre autres sur le béton armé, sur les abris, les écuries, les cuisines, etc. C'est-à-dire une formation continue et efficace sur le baraquement et la construction. Des cours rognotypés sont distribués aux nouveaux officiers du front. En janvier 1917, le service des baraquements relève du directeur des études et du matériel spécial du génie, qui a sous ses ordres la section technique, l'établissement général du matériel et des baraquements, l'établissement spécial pour l'électricité et l'éclairage. 6 mois plus tard, la direction est divisée en 2, dont l'une matériel de baraquement, cantonnement et camouflage. Donc il y a donc quelque part dans la baraque aussi donc des moyens de trouver à se camoufler. Et on verra donc tout à l'heure que dans les années 1916-1917, pour défier donc les bombardements, on fera des simulacres de baraques en toile pour camoufler, pour attirer donc les bombardements et détourner donc des cibles. Vincennes
la caserne de Vincennes constitue le principal centre d'assemblage des éléments de baraque. Parmi les fournisseurs, donc, il y a 2 scieries mécaniques, usine à vapeur, donc Fontaine à Alençon et l'autre à Saint-Germain du Corbéis, qui forment l'un des centres de préfabrication directement connectés à la ligne de chemin de fer de l'Ouest, qui lui assurait avant la guerre le débouché principal de ses planchers. Bois, menuiserie de charpente, parquet et chaînes de sapin. Dotée d'une machine à vapeur, elle transforme les bois en provenance des forêts à proximité en planches calibrées uniformes, comme les lames de parquet, pour le système Adrien. Donc le système Adrien, c'est le système suivant, voilà, la baraque Adrien, qui prend le système de charpente ancien, qui consiste à trois planches qui sont donc pointées l'une sur l'autre, de telle façon à ce qu'elles forment un relief et qui s'envoient des unes dans les autres. Celle-ci, c'est la baraque Adrien, qui a été conçue par le colonel Adrien, qui a aussi conçu le casque Adrien, qui est un officier du génie qui s'est fait réengager, etc., et qui a permis donc la construction, en gros, à partir de 1916, de 10 à 12 000 baraques par an jusqu'en 1918. Donc voici encore le système de montage de la baraque Adrien. J'ai fait une faute là. Voilà le mode d'emploi. Ces planches sont calibrées et uniformes comme les lames de parquet. Une cinquantaine d'ouvriers y travaillent, dont une dizaine pour les divers transports. On y produit quotidiennement à Vincennes une douzaine de baraques par jour, soit une à l'heure, un rythme comparable à celui des camions. Ce seul exemple montre que la contribution civile à la préfabrication est d'abord industrielle. Il y a à peu près donc une dizaine de centres de production qui produisent donc de quoi monter, en gros 30 à 40 000 baraques par an, à peine de quoi satisfaire la demande, car depuis février 1917, les nouveaux bombardiers aériens, les Friedrichshafen G3, Breguet 13, Caudron G3, etc., larguent sans scrupule sur cette inoffensive baraque repérée par l'apanage des fumées de poêles et qui sont donc bombardées. Donc désormais, à partir de 1917, les baraques sont disposées non plus donc en paquet, mais disposées en ligne, si possible en lisière de forêt ou de bois pour s'y cacher, pour tailler des fagots et y faire aussi des ablutions. L'agglomération de ces baraques est lâche et figure une urbanisation de guerre, virile d'abord, donc on y trouve chapelles, des infirmeries, des cuisines, des écuries, des dortoirs, des bureaux d'état-major, des magasins, des guérites, des bureaux de vaguemestre, autant de baraques qui constituent une de ces unités de 1000 à 3000 mobilisées. L'urbanisme n'est pas celui des conquêtes coloniales, il n'est plus donc dans la pollueur cétique des sièges qui prenaient le temps de creuser un fossé de circonvallation, de tracer des allées orthogonales et de hiérarchiser l'espace, mais dans la tactique de la précarité, de l'éphémère. À partir de juin 1917, une même direction centrale s'occupe des baraques et du camouflage. On crée donc de fausses baraques faites de toiles peintes tendues entre des piquets pour faire digression ou attirer les bombardiers et tenter de les descendre. Quant aux Américains, donc voyons maintenant, donc les premiers forestiers américains arrivent 7 mois après le débarquement du corps expéditionnaire américain en octobre 1917. Ils forment, eux, le 10e régiment d'ingénierie composé de 2 bataillons et de 3 compagnies de 250 hommes sélectionnés et recrutés parmi les meilleurs bûcherons volontaires et les techniciens des scieries industrielles. Donc on a véritablement, donc, de la part des Américains, un autre système industriel qui est un concentré de spécialistes. Alors que le système français, c'est au contraire donc, quelques spécialistes avec donc, une masse ouvrière qui travaille en série. Ainsi, pour permettre à la forêt... Oui, c'est ça. Ils ont un savoir, une gestion d'exploitation très différente des Français. Ainsi, pour permettre à la forêt de repousser après le passage des engins câblés et chenillés, le tronçonnage est réalisé à 3 mètres au-dessus du sol forestier grâce à un échafaudage sur lesquels sont installés des scies et sur lesquels on peut réparer, stocker et glisser.
Un second régiment est organisé en décembre 1917 avec 14 bataillons d'exploitation, soit 48 compagnies techniques. La Croix-Rouge et les organisations caritatives comme YMCA. Donc voici une maquette bonus en carton pour destiner aux enfants américains pour leur apprendre l'engagement de YMCA dans la guerre. Donc c'est une maquette en carton qui est très rare aujourd'hui. C'est ça. La Croix-Rouge et les organisations caritatives s'y joignent. La première, la Croix-Rouge accompagnant l'armée et édifiant une quarantaine d'hôpitaux et des centaines de camions ambulances. YMCA dirige depuis Bordeaux ses aides. Ils utilisent d'abord des scieries françaises disponibles, majoritairement jugées démodées au regard des machines en usage outre-Atlantique, qui n'importe de détailler pour saisir la différence. L'exploitation forestière américaine en France est répartie en 80 scieries américaines, dotées de l'outillage manuel du bûcheron et d'engins de chantier hautement mécanisés pour un travail en continu. 2 hommes manient donc une large scie de 2 à 3 mètres de long, à dents intercalées, pour mieux donc évacuer la sciure, et à bras escamotables pour décoincer les plus petites scies. Le corps de machine est démonté, transporté au pied d'œuvre et remonté en 5 jours. Il est, je cite, établi sur ce corps de machine sur un vaste plancher, supporté à 3 mètres au-dessus du sol par un bâti de charpente robuste et démontable, les transmissions étant disposées sous le plancher pour engrener outils et machines. La force motrice est fournie par des machines à vapeur consommant des chutes de bois. Le train de machine est conçu pour produire 3000 ou 6000 mètres de rondins par jour, 3000 à 6000 mètres de rondins par jour, alors que les équipements français en disposent que de 900 mètres, donc c'est 5 fois plus. En 1918, les Américains tirent 4 millions de tonnes de bois ouvré, 3 millions de traverses de chemin de fer, soit près de 4000 km de bois qui sont tirés des forêts françaises et produiront. Donc c'est une production destructrice et très industrialisée. Donc regardons l'armée britannique. Les troupes britanniques disposent aussi d'une 60aine de compagnies et de 175 bûcherons canadiens, ayant leur baraquement qui forme un vrai village confortable et sainement installé, comme on dit. Alors, des prisonniers allemands sont adjoints à chaque bataillon de 3 compagnies par équipe d'environ 500 hommes et de sous-officiers. Les groupes forestiers d'environ 1000 hommes, prisonniers compris, sont alors répartis en 10 régions forestières françaises, 10 régions. Dont l'une dans la forêt de Dreux, où chacune des 3 compagnies œuvre en lisière de bois. 3000 hectares sont exploités de août 1916 à janvier 1918 à raison de 60 mètres cubes par hectare, soit 1 millier par jour. Les arbres sont sciés à la main, élagués, tronçonnés, treuillés jusqu'à une voie étroite de chemin de fer où ils sont basculés dans des wagons qui chargent jusqu'à 25 pièces. Arrivés à la scierie, les troncs sont examinés et classés selon leur destination. Bois de chauffage venant des taillis, traverses, madriers, poteaux, planches tirées de la futaie. Je cite, on a en somme obtenu d'excellents résultats en substituant à l'antique travail de nos bûcherons une exploitation réellement industrielle qui a décuplé le rendement et a permis de résoudre le problème du ravitaillement en bois. Voici ce que dit donc à propos des exploitations forestières des Canadiens en France dans un numéro de Sciences et Vie de 1918. Donc, vous voyez, donc là aussi, il y a une autre forme d'industrialisation du bâtiment. Les Britanniques tirent ainsi donc 1 million de tonnes de bois scié et rond pour la construction en 1918, 1 million de tonnes. C'est dire qu'en novembre 1918, les stocks de bois sont énormes et prouvent l'état de délabrement des forêts françaises. Le caractère industriel de la filière est visible dans les relevés des opérations des services forestiers américains pour le mois de novembre 1918. Voici donc le résultat. 560 000 traverses de voie normale, soit 600 km de voie, 130 000 traverses de voie étroite, près d'1 million de stères de bois de feu et plus d'1 million de produits ronds divers, de quoi construire plusieurs milliers de baraques. Donc le Royal Engineers britannique chargé des casernements de l'arrière choisit en 1916
le modèle mis au point par le lieutenant-colonel du génie Peter Norman Nissen, ingénieur des mines, entre avril et juillet 1918-1916, est promis par plusieurs officiers du génie supérieur pour sa simplicité. Donc la baraque anglaise, c'est une baraque métallique. C'est la baraque Nissan que vous voyez ici, en premier plan. Donc c'est un demi-cylindre, une tôle ondulée, galvanisée, d'environ 8,50 m de long, et qui a une forme de demi-cylindre dont les arêtes longitudinales sont posées sur deux autres tôles verticales plantées dans le sol, l'ensemble étant isolé et contreventé par la superposition de deux épaisseurs de tôle. Ce multicouche ondulé, inspiré du stade de hockey de Queen's College en Ontario, est rigidifié à l'aide d'une panne fixée à 8 membrures de section standard. Les murs et le plancher reposent sur des plots en béton calés sur le sol. L'huisserie est ouverte exclusivement aux pignons, revêtue de tôle ondulée, soit en planche pointée sur le cintre près de poutrelles. Nissan produit 3 largeurs au sol, la longueur étant modulée à la demande. Les tôles s'empilent et se transportent très facilement les unes sur les autres. 6 hommes disposant d'outils simples, marteau, clé, tournevis, peuvent la monter en 4 heures. Donc c'est une construction très rapide. La production commence en octobre 1916. 100 000 modules de deux premières largeurs et 10 000 de la troisième sont fabriqués en Grande-Bretagne jusqu'en novembre 1918. 100 000 unités. Ils traversent la Manche, débarquent et sont acheminés par rail à pied d'œuvre, et on les surnomme ou tubes, ou métros, ou tonneaux, ou demi-lunes, par la troupe, puis par les sinistrés. La baraque, donc les Nissan dégagent une atmosphère glaciale, il fait très froid, très chaud. Néanmoins, donc en 1930, cette fameuse baraque Nissan que vous voyez en bas est reprise aux États-Unis pour donner la baraque Concept, qui va être tirée à 500 000 exemplaires dans la Seconde Guerre mondiale. La guerre donc efface le paysage, détruit la construction civile et militaire, mais aussi elle allège, l'industrialise et l'uniformise. Elle la rend monotone pour la fondre dans le paysage, la camoufler. Ces baraques occupent l'espace frontalier entre l'arrière et l'avant, ponctuation légère. Les structures métalliques, précises et tendues du type poteau-poudre, exigeant des outils perfectionnés, trop délicats à monter et à démonter, trop intelligentes, sont réservées aux hôpitaux et infirmeries de l'arrière, tandis que les états-majors choisissent la paroi moulée préfabriquée ou le pan de bois, simple, primaire, peu outillé. Deux formes d'industrialisation qui figurent dans le secteur automobile, la production massive ou la production sélective. Toujours dans ces mêmes structures légères qui sont donc inventées par la guerre de 14, il faut parler des 60 000 avions qui sont construits durant la Première Guerre mondiale, 60 000 avions, le tiers en 1918, selon une voie un peu plus industrielle. Au moins 10 000 hangars, une majorité de tentes, surtout des tentes Bessonneau, voilà, les fameuses tentes Bessonneau, mais aussi quelques milliers de constructions légères et démontables, comme celle du capitaine Taron, un contenant semblable au contenu, enveloppe de toile tendue pour une structure de bois ou de tube, ce qui est le cas d'un avion. En 1919, l'aéroport du Bourget, par exemple, prévoit pour son inauguration d'édifier une centaine d'hangars d'aéroplanes, de maisons d'habitation, de hangars à dirigeables, d'un sémaphore, d'un laboratoire, d'un atelier modèle, et toutes construites donc en formation de baraques. D'habitation, la jeune aviation est partout légère, aérienne, dans ses constructions même, donc le terrestre, point d'orgue de l'industrialisation. Donc en France, pour conclure, en France plus qu'en Allemagne, la Première Guerre mondiale porte à son apogée la baraque sous diverses formes. Hangars, maisonnettes, écuries, garages, infirmeries, cuisines, bureaux. Plus la guerre détruit, plus la baraque s'industrialise en usant d'éléments simples, produits en Syrie et en usine, et en série,
est livrée par chemin de fer ou transport terrestre. Dans un premier temps, en 1915, pour faire vite, simple et chiche, les baraques disponibles sont démontées et remontées près du front à raison d'une quarantaine par jour, moitié pour être montée par le commun des mortels, en planches pointées, moitié donc construite par des hommes du génie, expérimentés et structurés. L'année suivante, donc en 1916, l'enlisement du conflit pousse de nouvelles recherches, d'où émergent les baraques françaises Adrian, les Hutt Nissan britanniques, et une organisation toute industrielle qui n'est pas sans rappeler Metropolis de Friesland. Elle se met en place dès la stabilisation du front, car aucun des belligérants fixés sur une guerre souterraine ou de mouvement n'a prévu de l'enlisement. Pour répondre rapidement à ces casernements de campagne, les chefs de guerre ont recours au génie qui possèdent en France, en Grande-Bretagne, en Italie, en Allemagne, une culture ancienne de la construction légère et démontable, ravivée par la récente conquête coloniale expéditionnaire de Chine et d'Afrique. Une industrialisation du bâtiment sans précédent, tout à fait conforme aux idéaux de productivité, une industrialisation guerrière essentiellement, volontairement éphémère, qui paraît laisser peu de mémoire parmi les historiens de la construction ou parmi donc, les architectes. Voilà. Pour finir, voici donc une citation du docteur Toulouse, qui a particulièrement travaillé sur les villes. Ville nouvelle, ville d'habitation, de circulation, construite pour l'usage pratique. Une ville, en somme, est comparable à un outillage industriel qu'il faut remplacer au fur et à mesure du progrès. Écrit-il donc en 1913. Trottoir roulant, quartier rénové, en somme une ville jetable, une industrialisation très économe, quasiment gratuite, qui pourrait servir de modèle à la société civile. Dans les années 1880, le génie, l'arme savante, est très au courant de l'industrialisation en cours. Ces officiers constructeurs jaugent les casernes récentes mais obsolètes et y appliquent à la rénovation les avantages de la division du travail et de la spécialité. Il s'inspire des travaux des commissions britanniques ou américaines, selon le modèle Small is Beautiful. Aux grands bâtiments à plusieurs étages, on substitue des groupes de petits bâtiments parallèles, peu élevés, séparés par des intervalles doubles de leur hauteur. Toutes des pièces sont chauffées et ventilées pour chasser les miasmes. On a donc une formation de petites casernes qui va être donc modélisée ensuite pour la guerre de 14 dans ces baraquements. En termes de prospective, ce système de baraques d'industrialisation va être utilisé en particulier par les États-Unis dès 1942 par une production industrielle de baraques. On va tirer à 500 000 exemplaires par an à peu près de ça. Et la deuxième chose, c'est la promotion souterraine allemande qui va jouer un rôle très important, en particulier donc en Chine aujourd'hui, dans les années 70. Vous savez que l'urbanisme souterrain, la construction pour la guerre souterraine décidée par Mao Tse-tung en 1962-63 a été de construire sous chaque service public donc un service souterrain, c'est-à-dire sous chaque lycée, chaque usine, de construire une usine souterraine, etc., reliée par des boyaux. Et au cas, parce que pour Mao Tse-tung et son état-major, il s'agissait dans le cas d'une alliance entre Russes, soviétiques et américains, de tenir la guerre. Et donc aujourd'hui, ces espaces souterrains appartiennent à la défense civile et permettent aujourd'hui, sont livrés aux centres commerciaux en Chine, au métro, etc. Sont loués à la population civile. Et en gros, les bénéfices de cette occupation souterraine à titre commercial permettent d'entretenir une armée de 2 500 000 soldats en Chine. Voilà, conséquence de cette première guerre mondiale. Je vous remercie de votre attention. Ringraziamo Andrea Guillermo di questa relazione estremamente analitica, precisa, praticamente un testo già pronto con tutta la dimostrazione delle sue citazioni
dispiegata. A questo proposito ricordo che è prevista la pubblicazione degli atti di questa giornata di studio, pubblicazione in rete sul web, pubblicazione elettronica nell'ambito del progetto di celebrazioni italiano della Prima Guerra Mondiale. Allora, più la guerra distrugge, più la baracca si industrializza nel senso della produzione in serie, più la costruzione effimera ha successo. E questa è la dialettica che ha messo a fuoco la relazione di Guilherme, in più rispetto a quello che è scritto e tradotto nella sua sintesi che avete ricevuto o che potete consultare, in questa parte tecnica che ci ha presentato oralmente. Guilherme ha allargato lo sguardo sulla tecnologia americana della costruzione in legno delle baracche, sulla tecnologia inglese invece per la costruzione metallica di baracche in metallo, in lamiera ondulata a botte. Direi che un'altra idea forte di un'altra idea essenziale di questa relazione è la tradizione del genio che si applica alla concezione, attraverso questa nuova architettura effimera, di una città che è come uno strumento industriale, una città leggera, una città modulabile a piacimento, che si può sostituire, trasformare, buttare via, tutto all'insegna della divisione del lavoro e della produzione in serie. Una tecnologia edilizia delle costruzioni assolutamente innovatrice, che non ha mai avuto le dimensioni che ci ha descritto Guilherme, che non è impossibile riassumere, ma mi sono appuntato questa cifra che da sola la dice lunga: al termine della guerra 1 milione di tonnellate di legno stoccato per essere applicato alla costruzione di ospedali sotto forma di baracche o anche di strutture di tenda. Ecco, un'altra idea forte mi sembra l'accostamento fra la tecnologia aeronautica delle strutture in legno e tela degli aerei e la costruzione di tende in sostituzione delle baracche vere e proprie. Un altro accostamento che sottolineo, che è stato fatto in relazione, poi basta, lascio a voi la parola, è tra la tecnologia delle baracche e un'altra nuova tecnologia, quella della mimetizzazione, il camouflage, la mimetizzazione difensiva, perché erano esposti evidentemente agli aerei di diverso tipo. Allora, su questo possiamo fare un giro di domande. Cominciamo dalla prima linea. Non so se Luigi Tomassini vuole qualche reazione, qualche impressione, ricordo che vuole comunicarci. No, io direi che sono rimasto colpito dal modo con cui attraverso un tema molto tecnico come la costruzione delle baracche in realtà si dà uno quadro generale, internazionale, comparato dei diversi approcci al tema che aveva posto Redondi, cioè di come la guerra industrializzata porta anche ad una trasformazione delle metodologie e quindi anche del taylorismo. Quindi sono rimasto semplicemente affascinato da questa esemplare, direi, taglio metodologico che ci fa vedere in maniera molto più pronunciata, molto caratteristica proprio i diversi approcci nazionali. E ho solo una curiosità, perché ho visto che ha saltato una diapositiva italiana per brevità e quindi mi chiedo... Ci torniamo. Ci torniamo. René, vuoi
discorso, men che meno della prima guerra mondiale. Mi ha colpito però questo l'inizio della relazione, cioè l'idea che l'oggetto, cioè le baracche, non fanno parte della riflessione fatta dagli architetti sulla modalità dell'abitare nel Novecento. Questo secondo me è un punto importante, perché effettivamente il Novecento è stato il secolo delle baracche in forma anche evoluta, ma se noi guardiamo come sono fatte le zone industriali, e lo vedremo domani nel nostro museo di Rodengo, ci rendiamo conto che il modello vincente è stato un modello di questo tipo. Possiamo vedere quanto Le Corbusier in realtà si sia legato nella ricerca dell'essenzialità a questa matrice. Però direi che la forma architettonica che ha vinto a livello quantitativo nel Novecento e in realtà anche adesso è un'evoluzione dell'impostazione industrialista e cheap che è stata presentata qua. Basta che ci guardiamo intorno, gli architetti svolgono un ruolo del tutto decorativo e secondario nel dar forma al nostro paesaggio. Il nostro paesaggio è segnato in realtà da forme di questo tipo e da una logica di questo tipo. Chiaramente non c'è più il legno, c'è il cemento modulare a bassissimo costo, nato anche quello per durare poco, perché sono strutture pensate per durare 20-30 anni. Quindi direi che da un punto di vista esterno un altro modo, un'altra forma dell'industrializzazione della guerra che ha avuto successo è assolutamente questa. E per me è stato è un punto a cui non avevo pensato, ma la mia prima reazione di fronte all'intervento è questa. L'austérité dans l'architecture industrielle. Monsieur de Lyon. Oui, je pense qu'on peut aussi remonter plus loin les origines de cette rationalisation, pas tant de la rationalisation de la production, mais de l'identification des fonctions et de la spécialisation des fonctions dans un campement. Et en fait, on est à l'origine d'une science militaire qui est la science de la castramétation, et on retrouve effectivement cette spécialisation des fonctions dans un camp romain, par exemple, tel qu'il est systématisé. Et c'est non seulement donc un travail d'ingénieur, tel qu'on le trouve effectivement à partir du XVIIIe siècle, mais c'est aussi la correspondance, c'est quand la correspondance entre une fonction militaire et sa traduction dans un espace qui est de type, dans un espace aménagé pour le campement. La science militaire considère par exemple, au XVIe siècle, que faire la guerre, c'est marcher, combattre et camper. Ça fait partie véritablement des sciences à organiser, et l'idée, c'est de convertir un ordre militaire, prêt pour le combat, en un ordre de campement, d'habitation, avec spécialisation des fonctions. Alors ça, c'est des choses, par exemple, alors vous avez évoqué Lomé, c'est effectivement des choses que l'archéologie maintenant contribue à mieux comprendre. Par exemple, il y a eu des fouilles pour le camp de Boulogne, en 1804-1805, avec effectivement, là on a une idée très très précise, grâce à l'archéologie, de l'organisation des campements et des baraques qui ont été construites à Boulogne. Il y a des résultats maintenant archéologiques très, très précis. Boulogne. Alors le camp de Boulogne, c'est le camp que Napoléon avait construit en 1804 pour envahir l'Angleterre. C'était le Boulogne-sur-Mer. Voilà. Il y avait 100 000 hommes, je pense. Pardon ? Il y avait 100 000 hommes qui étaient ensemble. Oui, alors en fait, ils étaient répartis sur toute la Manche, et en fait, en tout, ils étaient 300 000, 250 000 à peu près. À Boulogne, effectivement, ils étaient une centaine de milliers. Et donc, c'est une organisation qui a duré longtemps. Et c'est à partir du camp de Boulogne que Napoléon est parti vers Austerlitz dans le courant de l'été 1805. Grazie.
in due parole gli antecedenti della sistematica divisione del lavoro che comporta la specializzazione delle funzioni nella costruzione degli alloggi militari può risalire al castrum romano, e la guerra è fatta di marce e di accampamenti, e quindi è stato citato anche il campo militare di fronte previsto per lo sbarco napoleonico in Inghilterra a Boulogne-sur-Mer. Pastori? Ma un'idea, proprio un glimpse, uno spunto. Mi interrogavo piuttosto su quale potesse essere la relazione che esiste tra organizzazione militare e organizzazione industriale. Cioè ogni nazione, ogni paese, ogni esercito sembra modellare la propria organizzazione militare su quella che è l'organizzazione del proprio sistema produttivo. Quindi il compattamento americano della specializzazione all'interno di una determinata unità contro la distribuzione della specializzazione nella massa effettuata da altri paesi. Questo in qualche misura ci fa ripensare un pochettino alla derivazione tradizionale che si fa dell'organizzazione industriale dall'organizzazione militare, cioè piuttosto il contrario forse, o meglio ancora è un dialogo reciproco. Internationaux de l'organisation industrielle qui se reflète sur l'organisation industrielle militaire. Monsieur, désirez intervenir? Non, simplement sur ce que disait Hervé de Vadillon, il y a maintenant aussi une archéologie de la Grande Guerre. Il y a deux archéologues français spécialisés, Yves Desfossés notamment, Michael Landolt, qui ont remarquablement exhumé tout ce que Guerre vient de nous dire, notamment sur les arrières allemands, où on voit le travail industriel qui a été réalisé notamment en Argonne. On a encore des traces absolument magnifiques de tout ce travail qui vient d'être écrit par M. Guillard. Sono aperte degli scavi e delle operazioni di archeologia militare che soprattutto nella Argonne hanno portato in luce Je voulais faire aussi deux remarques. Là, un autre domaine dans lequel les efforts d'industrialisation ont été bien montrés, notamment par André Guilherme, justement, c'est la question des ponts montables et démontables, hein, sur lesquels on pourrait éventuellement revenir. Et puis, en ce qui concerne la question de l'industrialisation, je voudrais citer l'exemple d'une grande société anonyme qui s'est constituée à cette époque, la SFIB, à l'origine constituée par le groupe Giraud et Loucher, qu'on retrouvera un peu plus tard, en tout cas dans mon exposé, afin d'opérer une mise en valeur systématique du potentiel que représentaient les bois des Landes. Évidemment, il était possible d'y réaliser des économies d'échelle, de concevoir une organisation industrielle, et là on a bien un aller-retour entre l'organisation industrielle et l'organisation militaire très, très, très directe. ponti smontabili, ponti militari, altra faccia di questa tecnologia della costruzione che la guerra ha valorizzato. Vediamo se ci sono altri interventi. Laura facciamo allora, se Andrei vuole rispondere. Io volevo solo aggiungere che c'è stata un'anteprima italiana del protagonismo della costruzione delle effimere sottoformi baracche, e che poi si ripeterà spesso nei primi anni del Novecento. L'Italia meridionale è investita da una serie di terremoti calabresi prima, e poi il grande terremoto di Messina, che vedono il dispiegamento, veramente diventa una fiera internazionale della baracca, perché tutti i paesi europei che soccorrono le vittime del terremoto di Messina portano baracche, alcune delle quali mi hanno detto sussistere ancora, talmente erano ben fatte e solide.
però questa è solo una notazione forse quasi di colore. Certamente le baracche sono state un modo di difendersi nei territori italiani esposti ai terremoti e non solo militarmente. Ma si possono ancora vedere bene. Andando a Rodengo potete forse vedere una riproduzione quasi letterale delle baracche dove hanno sistemato i Rom. È molto interessante come tipologia, sembra quella di cui si sta parlando. Erano in origine operaie, baracche operaie? No, no, Cantieri. sono state costruite ex novo. No, è come l'Aquila, più o meno. A seguito di terremoti? Terremoti sociali, ma non ho seguito, scusate, una cosa che mi sembra interessante, visto che stiamo un po' divagando, è il fatto che questo, forse l'ha già detto René, ma io ho saltato. Allora, questa attenzione è interessantissima per me, forse perché ero ignorante, sul rapporto guerra e baracche e poi guerra e industria. Ma non concordo con quello che tu hai sostenuto per quello che riguarda le abitazioni. Mi sembra che ci sia una fortissima resistenza a non intraprendere questa strada per quello che riguarda le abitazioni civili, mentre ha avuto un successo enorme nel campo industriale. Le industrie sono dentro il capannonico, sono baracche. Cioè, questa è la grande trasformazione che c'è stata negli ultimi 30 anni. Praticamente tutte le grandi industrie stanno assumendo questa tipologia e questo è molto interessante, credo. Sì, si apre tutto un altro campo di ricerche che non è legato direttamente alla guerra, ma tutto il discorso sulla prefabbricazione nei tempi e nei suoi vari sviluppi, sia se viene accettata, come accennava Poggio, psicologicamente, cioè per l'abitazione viene giudicata una cosa ovviamente da baraccati o come diceva in questo momento, nell'industria c'è un altro atteggiamento, però comunque è un discorso interessante e a me interessa anche dal punto di vista strettamente tecnologico, cioè si è aperta con questa relazione tutta un'altra idea sul valutare, sullo studiare l'evoluzione di questo tipo di costruzioni, che naturalmente nella guerra ha trovato la sua massima applicazione, ma che comunque esisteva a livello di cantieri, a livello di grandi opere civili, anche dallo scavo dei canali a quello delle gallerie e così via. È un settore interessante che si è aperto. Il Sempione, mi ricordo, sì. Io me ne sono occupato, ho messo in campo delle baracche anche molto belle. Si tu veux répondre Quelques questions. à quelques questions, pas toutes. Et si tu veux montrer, voilà, la docker. Donc voilà la tocca italienne. C'est toi qui m'avais envoyé cette image-là. Ah. C'est dans la revue du génie italien. Donc pour ces questions relatives à l'architecture, baraque et architecture, dans l'après-guerre, dans les années 1930, les architectes français, entre autres, mais d'abord français, vont s'intéresser tout particulièrement à la maison en bois. Alors qu'en général, ils s'y intéressent peu. Enfin, c'est plus de la maison industrialisable, en particulier avec la maison de week-end. C'est-à-dire que dans les années 34-35, dans l'objectif donc des futurs congés payés, les architectes français se constituent donc un nouveau champ de recherche qui est donc une maison démontable, légère, transportable donc par voiture, pour permettre donc aux citadins d'aller donc séjourner pendant. Donc la baraque sera montée en une journée et démontée en une journée, passer une semaine par exemple en été, au bord de la mer ou à la montagne, ce qui va être la future caravane. Et on retrouve ainsi la maison en aluminium de Jean Prouvé, les tentatives de Le Corbusier de faire aussi des maisons en construction légère métallique,
et des maisons en bois. Et on voit même, donc, par exemple, en Allemagne aussi c'est la même chose. Et il y a même donc, le Chasseur français, qui est donc une revue de chasse et de pêche, qui promeut donc une baraque de chasseurs pour la construction légère. Donc c'est l'aboutissement d'une certaine industrialisation qui est prise en compte par les architectes et qui a pour caractéristique d'être à 3 plats, légèrement pointus, et d'une seule pente, et d'une construction très compacte, qui va être qu'on va retrouver dans la construction de l'après-guerre. Et c'est le seul moment où les architectes vont s'intéresser au bois précisément. Alors qu'antérieurement, ils se sont, dans les années 1880, ils ne se sont pas beaucoup intéressés à la construction métallique, qui est resté donc un secteur industriel et d'ingénieurs, y compris donc dans les baraques dites démontables à destination de la colonisation, qui suivent l'armée, etc. C'est des mixtes métal-bois, mais qui sont fabriqués en usine, etc., pour suivre les troupes coloniales, mais c'est des baraques d'ingénieurs. Sur la question concernant donc l'attitude par rapport au bois et donc entre la France, l'Allemagne, etc., il y a une chose qui me semble particulièrement importante, c'est la culture française qu'ont les militaires, les officiers du génie français, la culture du bois. Depuis au moins le XVIIe siècle, depuis la fondation par Vauban, les cours d'art militaire des officiers du génie reçoivent donc un background, une culture très, très importante en bois, en matière donc sur la nature des arbres, sur la résistance des matériaux, sur la construction en bois, etc. Ils ont une formidable culture qu'ils vont utiliser tout au long du XIXe siècle et du XXe siècle. À la différence des Allemands, où donc les pionniers allemands ont, à partir des années 1850-1860, une culture du béton, et en particulier à partir des années 1880, dans une culture du béton armé. Et c'est eux qui vont inventer donc, le système des blockhaus, etc., et donc des constructions en dur, y compris donc, des constructions souterraines qui sont résistantes aux pressions et aux déflagrations. Donc on a en fait en Allemagne une forte culture du béton et du béton armé qui va durer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Le mur de l'Atlantique, des choses comme ça, c'est de la culture allemande, alors que les Français ont une culture, encore une fois, donc une construction légère. Et donc je voulais insister là-dessus pour dire que les baraques militaires, les baraques, c'est des baraques en bois, alors que les Anglais ont beaucoup plus, par ailleurs, une culture, métallique, puisque la sidérurgie est quand même assez importante, plus importante en Angleterre. Qu'est-ce qu'il y a encore Ah oui, alors pour répondre à Dominique Barchot, le bois des Landes, effectivement, joue un rôle très important comme réserve dans la guerre 14-18. Il faut dire qu'en 1918, la forêt française est complètement décimée, il n'y a plus grand-chose, tout a été abattu. Ça va donc en 1918, 1920, on va importer du bois de l'étranger, etc. Et la deuxième destruction, c'est pendant la guerre de 39-45, en particulier dans les Landes, où la forêt landaise a été brûlée, détruite par les insectes, par la vermine, etc., mais aussi donc, des opérations assez volontaires de destruction de la forêt. Et que donc c'est la raison pour laquelle, donc en 1945-46, la plupart des baraques françaises, la plupart des baraques, donc des cités provisoires qui sont construites, c'est des baraques américaines ou des baraques Nissan, et que la France est incapable de produire des baraques en bois parce qu'il n'y a pas de bois. Bene. Rapidamente
l'architettura francese ha sviluppato il modello della casa smontabile negli anni 30, all'epoca in cui il Fronte Popolare apre la possibilità delle vacanze, delle ferie pagate. Si pensa a una casa trasportabile in automobile, la futura roulotte, e anche Le Corbusier ha cercato di progettare case smontabili, case trasportabili per cacciatori, pescatori. Poi è stata sottolineata la differenza tra la cultura tecnica propriamente rivolta alla costruzione in legname dell'ingegnere francese fin dai tempi di Vauban rispetto alla cultura tedesca, che ha come materiale di riferimento il cemento, il bunker dall'Atlantico, e invece gli inglesi, quindi questo è vero, rispecchia la cultura industriale nazionale, la baracca in metallo riflette la siderurgia britannica. L'ultima risposta riguardava la deforestazione, che è stato un effetto della costruzione di tutte queste baracche durante la Prima Guerra Mondiale in Francia, sul fronte franco-tedesco. Bene, io penso che se non ci sono altre cose dobbiamo ringraziare ancora André Guilhem, passare la parola al secondo relatore.